Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour cette vidéo de la rentrée, une vidéo peut-être un petit peu choc qui s'intitule LFI en a rêvé, les marchés l'ont fait. Alors, derrière ce titre peut-être un petit peu accrocheur, en fait, je vais vous expliquer un petit peu ce qui est en train de se passer, ce qui arrive et pourquoi, quelque part, en fait, les marchés, alors, qui sont pourtant, si vous écoutez les discours de Jean-Luc Mélenchon et des dirigeants du NFP et de LFI, les marchés, donc le libéralisme, euh, est, selon eux, une source d'appauvrissement des populations. On met souvent sous le compte du libéralisme, de la bourse, du capitalisme, tous les malheurs en fait des classes moyennes. En réalité, et ça va être intéressant via cette petite vidéo, en fait, je vais vous expliquer qu'en réalité, ce qui est la principale source de malheur des classes moyennes et ce qui explique aussi la richesse des grands patrons, paradoxalement, ce ne sont pas les marchés, ce sont les hommes et les femmes politiques qui dirigent ce monde. Et ne croyons pas, ne pas croire que le changement d'un gouvernement par un autre pourrait changer la donne. D'ailleurs, je vais vous expliquer en fait quelle est la meilleure manière en réalité dans cette vidéo de sucrer quelque part, de réduire les écarts qu'il y a entre les classes moyennes et les très 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 riches. Et comment aussi on peut profiter quelque part des marchés, puisque c'est une vidéo sur la liberté financière et sur les marchés, pour faire partie des gagnants et pas des perdants. Alors, donc là, je rappelle un petit peu hein, le programme de LFI, hein, et du nouveau Front populaire. Donc LFI veut taxer les riches, accusés de profiter du malheur des classes moyennes, Covid, guerre en Ukraine, inflation, pour s'enrichir en leur détriment. Vous avez pu entendre, hein, vous savez, les super profits, les profits des pétroliers, etc., etc. Mais ça remonte pas à hier. Souvenez-vous de François Hollande qui, en 2012, quand il s'est présenté à la présidentielle contre Nicolas Sarkozy, quand il a dit mon ennemi ne se présentera jamais à une élection, mon ennemi, en gros, n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur, mon ennemi, c'est la finance. Monsieur Hollande a été élu, on a vu le résultat, bon, les riches ne sont jamais aussi bien portés que sous François Hollande, et encore plus sous Emmanuel Macron. On voit bien que nos hommes et nos femmes politiques, en fait, euh, c'est du baratin, tout ce qu'ils disent, hein. C'est du baratin. Là, je vous fais une simulation que j'ai prise hein, sur Internet de ce qu'aurait pu être l'évolution des impôts si jamais le nouveau Front populaire était passé et avait appliqué l'intégralité de son programme. Donc on voit, hein, donc là, effectivement, mais vraiment, on a pris les tranches les plus élevées, on ne peut pas aller plus haut, avec des personnes qui payent plus de 200 000 euros d'impôts aujourd'hui. Donc 218 000 euros. Et effectivement, avec le nouveau Front populaire, on passerait de 218 000 euros d'impôts à 270 000 euros d'impôts. Et là, je vous mets l'évolution des taxes locales, enfin de tous les autres impôts, et notamment l'IFI, qui serait pour lequel on ajouterait l'ISF. Donc en fait, le retour de l'ISF, et vous avez, hein, alors ça, c'est pas moi qui l'ai calculé, hein, ce sont des journalistes économiques, et on voit que dans le pire des cas, en fait, pour les gens très 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 riches, leur imposition passerait de 50,3% à 69,5%, soit une hausse de 20%. C'est un peu comme si on amputait quelque part hein, le patrimoine des plus riches de 20%. C'est énorme, c'est énorme, mais enfin, vous le savez tout comme moi, déjà, hein, les promesses n'engagent que ceux qui croient. Regardez François Hollande avec sa taxe à 75%, qui finalement n'a jamais été appliquée. Et quand bien même, on, les, déjà, le NFP n'est pas passé. Hein. Lucie Castet n'a pas été nommée première ministre. Quand bien même elle serait passée, elle aurait dû édulcorer son programme pour ne pas subir la censure des macronistes.
Et quand bien même elle arrivait par miracle à augmenter sensiblement l'impôt des plus riches, vous savez très très bien que l'imposition, il y a malheureusement, ou heureusement, ça dépend de quel côté on se place, il y a toujours un moyen, vous voyez, de passer au travers. Hein, vous savez, plus vous allez mettre de la complexité fiscale et administrative, et plus vous allez faire le bonheur des conseillers en gestion de fortune, des conseillers en gestion de patrimoine, des fiscalistes, tout ça, quoi. Et donc, en réalité, dans le pire des cas, en gros, les plus riches paieraient 20% d'impôts en plus. Alors maintenant, on va regarder ce qui s'est passé sur les marchés. Je vais prendre au hasard une action voilà, de l'homme, quelque part, le plus riche du monde, enfin, qui a été le plus riche du monde, Bernard Arnault, hein, LVMH. Regardez ce qui s'est passé hein, au printemps 2024. L'action LVMH valait 885 euros, 886 euros. Je rappelle qu'en 2023, Bernard Arnault a été élu l'homme le plus riche de l'année, hein, avec quasiment 185 milliards d'euros. Et là, regardez, entre avril, avril-mai 2024 et septembre 2024, en l'espace de avril, mai, juin, juillet, août, en l'espace de 5 mois, la valeur de LVMH est passée de 886 euros à 613 euros, soit un effondrement de 30%. L'action LVMH, là, au moment où je vous parle, sans l'aide de LFI, de tout ça, a subi euh, une chute de 31%. Et ce n'est pas du tout lié. Alors moi, j'ai cru hein, que c'était lié en fait au fait que Macron dissout l'Assemblée, LFI, Nouveau Front Populaire, arrive au pouvoir et commence à taxer Monsieur Arnault. On voit bien que ce n'est pas le cas. Rien que sur la journée de vendredi, on a appris un jeudi, on a appris que ce serait finalement M. Barnier, plutôt homme de droite, qui serait Premier ministre. L'action LVMH a continué à baisser. Parce que vous avez d'autres facteurs qui expliquent la baisse du titre LVMH. Notamment, il y a deux facteurs qui l'expliquent. Hein. La crise en Asie. En Asie, c'est compliqué. En Chine, ça fait 3 ans que la Chine est engluée dans une crise économique. Là, on a eu des nouvelles économiques de la Chine qui n'étaient pas très très bonnes. Or, on sait que LVMH exporte énormément en Chine. Donc ça, c'est pas bon pour les spiritueux, pour le luxe. Et enfin, le deuxième très gros marché de LVMH et de monsieur Arnault, donc LVMH qui a racheté aussi Tiffany, l'américain, c'est les États-Unis. Or, on a d'un côté les États-Unis qui sont en train de ralentir. Attention, il n'y a rien de grave, c'est un ralentissement. Je vous en parlais pendant les vacances, j'ai fait une vidéo à live pendant les vacances. Les cycles, l'économie, ça suit des cycles. Il y a des crises, il y a des récessions, il y en aura des récessions, puis il y aura des croissances, et ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a des statistiques qui montrent un ralentissement de l'économie américaine. Alors, je ne parle pas d'effondrement. Sans compter que les sondages montrent que Donald Trump peut passer aux États-Unis. Et si Donald Trump passe aux États-Unis, clairement, il va mettre en place des barrières protectionnistes pour protéger les États-Unis. Et la première chose qu'il pourrait faire, enfin une des premières choses qu'il pourrait faire, c'est faire chanter Emmanuel Macron, qui est déjà très affaibli, en gros en lui disant, écoute Manu, euh, si tu n'ouvres pas un peu plus le marché européen aux entreprises américaines, si tu ne contribues pas plus au budget de l'OTAN, hein, on sait que Donald Trump a beaucoup critiqué les contributeurs à l'OTAN, moi, je vais me payer sur des droits de douane, sur les vins et spiritueux, sur LVMH. Et ça, évidemment, le fait que progressivement on s'approche de l'élection américaine, avec un risque que Donald Trump gagne et mette en place des mesures protectionnistes, ça contribue à accélérer la baisse du titre LVMH. Donc, vous voyez, par le jeu des marchés, bon là je vous ai mis le titre LVMH, mais c'est pareil pour le CAC 40. Hein. Le CAC 40 a aussi pas, pas mal baissé et les indices subissent des baisses assez sensibles. En fait, le rêve du nouveau Front populaire, c'était d'augmenter les impôts de manière sensible, qui se serait traduit par une hausse de 20% d'imposition sur, par exemple, le patrimoine de Bernard Arnault. C'est un peu comme si vous amputez le patrimoine des plus riches, Bernard Arnault, de 20%. Et encore, ça, c'est en supposant que
le NFP appliquait au passé, puisque le NFP ne gouvernera pas, appliquait tout son programme, rien que son programme, et que les plus riches ne trouvent pas des mesures des avocats fiscalistes qui permettent de d'amortir ce choc fiscal. Bah là, vous regardez un petit peu ce qu'ont fait les marchés. LVMH s'est pris 30% de baisse dans la figure. Donc vous voyez que les marchés peuvent être beaucoup plus durs vis-à-vis des plus riches que nos hommes politiques, quand bien même ces derniers vocifèrent. Donc effectivement, donc en fait, le constat, ça c'est vraiment important. Le pire ennemi des riches, paradoxalement, ne sont pas les hommes politiques, même les hommes politiques d'extrême gauche, mais les marchés financiers. Hein, en fait, les gens, ça c'est vraiment important à savoir, les gens qui sont très riches, qui sont arrivés au sommet, je ne parle pas des gens qui sont en création de patrimoine, qui sont en développement de patrimoine, bah, comme les classes moyennes ou comme moi, qui suis plutôt de la classe moyenne un peu supérieure, mais enfin, moi je suis loin d'être parmi les plus riches de France. Bah, en fait, les marchés ne sont pas, ne sont pas mon ennemi. Par contre, pour les gens très riches qui ont atteint des niveaux de fortune qui sont hyper élevés, bah, les marchés, paradoxalement, peuvent devenir très dangereux vis-à-vis de ces gens-là. Je vous rappelle que Rockefeller s'est fait massacrer par les marchés. C'est pas un homme politique qui est arrivé et qui lui a spolié sa fortune. C'est les marchés, la crise de 29, qui a, qui a fait fondre son capital. Pareil, peut-être certains d'entre vous connaissent Jean-Marie Messier, le patron de Vivendi Universel, hein, en 2001, durant les années 2000. Vivendi qui avait profité de la bulle techno. Bah, ce qui a vraiment fait, ce qui a mis à terre cette grande fortune, ce patron, ça a été l'effondrement de l'action Vivendi Universal. Donc, les marchés financiers, paradoxalement, euh, en fait, sont en fait ce dont ont le plus peur les gens très riches, les gens qui ont atteint le sommet, c'est la réaction des marchés financiers. Pourquoi? En fait, parce que leur patrimoine est très concentré. Dans les grandes fortunes mondiales, vous n'aurez jamais de patrimoine diversifié. Ces grandes fortunes-là, elles n'ont pas la même approche patrimoniale que moi j'ai avec mon argent, où je fais des allocations d'actifs, je fais voilà, des choses un petit peu qui peuvent avoir un comportement asymétrique vis-à-vis des marchés, mais ce sont des gens qui ont concentré leur fortune dans la valorisation de leur entreprise, et donc qui est coté en bourse et donc soumis aux aléas des marchés. Donc si on applique le programme du NFP coloré LFI au patrimoine de Bernard Arnault, celui-ci aurait été amputé de 20% au maximum du fait de l'augmentation des prélèvements sociaux, des impôts, de production et du retour de l'ISF. Il s'agit d'un maximum car on sait que les grandes fortunes disposent d'une armée d'avocats fiscalistes qui peuvent optimiser et amortir la hausse de la fiscalité. Donc avec les dernières secousses sur les marchés, bah, le titre LVMH, qui constitue 99% du patrimoine de Bernard Arnault, a perdu plus de 30% de sa valeur. Je vous ai pris l'exemple de LVMH de Bernard Arnault parce qu'il est sous les feux des projecteurs, ça a été l'homme le plus riche du monde, mais vous pouvez faire ça à Pinot, vous pouvez faire ça à Monsieur Musk, à Monsieur Bezos, enfin, vous pouvez dupliquer ce modèle. En fait, c'est tout simplement énorme. Cette baisse des marchés a fait fondre la fortune de Bernard Arnault, jadis l'homme le plus riche du monde, qui en plus ne peut pas être amorti par des montages financiers. Lorsque le titre LVMH passe de 885 euros à 613 euros, aucun homme, pas même Bernard Arnault, ne peut dire ouais, stop, temps mort, moi, l'action LVMH, je veux m'en débarrasser, non pas à 613 euros, mais je veux qu'on me la rachète à 750. Ah bah non, le marché, la loi du marché s'applique pour tout le monde. Hein. Quand une action vaut 200, vous voulez vendre une action qui passe de 200 à 100, que vous soyez l'homme le plus riche du monde ou l'homme le plus pauvre du monde, bah, votre action, vous allez la vendre à 200. Vous n'allez pas pouvoir négocier de la vendre à 300. Enfin, à moins de tomber sur un pigeon qui est prêt à vous l'acheter 100 euros de plus, mais c'est pas possible. Et en fait, paradoxalement,
le point de salut des grandes fortunes, en fait, ne se situe pas sur les marchés financiers, mais il se situe bien chez les dirigeants politiques et monétaires. Et au moment où je vous en parle, en fait, seule une intervention agressive des banques centrales, donc de la BCE, sur les taux et la planche à billets peut inverser les choses. C'est ce qu'on appelle l'effet Cantillon. C'est-à-dire que la principale force des riches, des grandes fortunes, en réalité, c'est leur capacité à créer des collusions avec les dirigeants monétaires, de manière à ce que quand il y a des planches à billets qui se mettent en place, du quantitative easing qui se met en place, ces personnes-là qui sont très informées, elles arrivent finalement à capter une grosse partie de cet argent qui est déversé sur les marchés, elles arrivent à le capturer. C'est un peu quand vous avez une fuite d'eau, bah, vous êtes riche, vous connaissez un petit peu, vous allez prendre votre bassine, vous allez prendre votre bouteille et vous allez remplir votre bouteille d'eau et constituer des stocks d'eau pour vous. Par contre, le plus pauvre, lui, ce qu'il verra, c'est les dégâts des eaux. Donc, ça, c'est une métaphore. Mais en gros, à l'image, c'est que bah, les plus riches, quand il y a de la planche à billets, les plus riches s'enrichissent. Les plus pauvres, eux, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient de l'inflation. Tout ça, c'est lié. Et donc, en fait, en conclusion, et ça, c'est vraiment important, si vous êtes contre les écarts excessifs de rémunération et de patrimoine, bah, paradoxalement, ça peut paraître incroyable, bah, il faut soutenir le libéralisme et laisser les cycles économiques se dérouler normalement. Euh, D'ailleurs, vous avez remarqué que les gens les plus riches, ce ne sont jamais les mêmes. Aujourd'hui, où sont les Rockefeller? Que sont devenus les Rockefeller? Bah, ils ont disparu. Pourquoi? Parce qu'une crise, et moi j'aime bien la métaphore avec la physique, avec la thermodynamique. La physique, en fait, la crise, c'est comme un cyclone. Un cyclone, c'est quoi un cyclone? Alors pour beaucoup, un cyclone, c'est un espèce de bordel, une tempête qui casse tout, qui tue des gens. En réalité, d'un point de vue physique, un cyclone, en fait, c'est une énorme machine thermodynamique, un peu comme une dépression d'ailleurs, qui va réguler les flux de chaleur et permettre un transfert de chaleur des gradients de température les plus élevés vers les gradients les plus bas. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous aimez un peu la météorologie, souvent quand il fait très beau, vous avez un grand ciel bleu, il fait très chaud, canicule, très chaud, et que vous passez d'un temps très chaud à un temps froid ou frais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous ne passez jamais d'un temps très chaud à un temps frais sans qu'il y ait à un moment ou à un autre un épisode pluvio-orageux, un épisode de tempête, un épisode orageux. À l'inverse, quand il fait beau et froid, sec et froid, et que vous allez passer vers du sec et chaud, vous avez forcément un moment, suivez un petit peu la météo, c'est très intéressant, vous aurez forcément un moment une dégradation pluvio-orageuse qui va faire remonter les températures. Et en fait, les crises, c'est pareil. Les crises, c'est pour ça que les crises sont salutaires. En fait, les crises constituent une très belle machine thermodynamique qui va créer des transferts de richesse entre celles et ceux qui ont réussi vers ceux et celles qui aspirent à réussir. Donc c'est vraiment important. C'est quelque chose qui n'est pas intuitif. Donc moi, je connais un petit peu les marchés, j'ai travaillé dedans. Et donc paradoxalement, si vous êtes pour l'équité, alors attention, quand je dis l'équité, c'est pas l'égalité. C'est normal que quelqu'un qui bosse comme un cinglé bah, réussisse mieux que quelqu'un qui fout rien. Moi, par exemple, bon, je connais des personnes, je pense que celles-ci vont se reconnaître quand elles vont m'entendre, dans le domaine de la gestion de patrimoine, cartonnent, qui se font des couilles en or. Ben, ces personnes-là, ben, je ne suis pas jaloux d'elles. Enfin, franchement, quand je le vois, et je les connais, quand je vois combien elles bossent, combien elles se sont saignées pour arriver là où elles sont arrivées, ah, très franchement, moi, j'ai pas envie que ces personnes-là, on les taxe, on les matraque. C'est des gens, honnêtement, euh, moi, personnellement, je, enfin, je n'envie pas leur style de vie. C'est des gens qui bossent énormément. Des gens voilà, qui ont acheté, qui achètent des immeubles à Paris ou qui arrivent à s'expatrier à Dubaï, à Bali, à je sais pas où. Ce sont des gens, honnêtement.
Alors certes, vous voyez là le côté fun, vous les voyez, ils sont en short, en maillot de plage, ouais, surf et tout. Mais moi, je les connais, ces mecs-là. Je les connais, je veux dire, voilà. Alors, je vais pas citer les noms des gens dans la gestion de patrimoine, la gestion de fortune qui ont cartonné, parce elles veulent rester, elles veulent préserver leur image, et je respecte. Par contre, je peux citer des personnes publiques qui s'exposent. Yann Darwin, Tammy Gamache, c'est des gens qui bossent énormément. C'est des gens, mais c'est des gens qui bossent énormément. Enfin, voilà, qui abattent un boulot que même un salarié qui fait des horaires monstrueux ne le font pas. C'est des gens qui bossent énormément. Regardez-les, ils font des vidéos à toute heure du jour, de la nuit, en vacances. C'est des gens qui bossent énormément, qui, quelque part, méritent, enfin, leur fortune ne s'est pas créée du jour au lendemain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour un entrepreneur comme Yann Darwin, comme Tammy Kabaj, comme Robert Kiyosaki, qui cartonne, euh, je peux citer aussi d'autres, hein, Richard Détente, Olivier Delamarche, etc. Vous en avez des centaines de milliers qui se pètent la gueule. Pour un mec comme Tammy Cavage, qui a écrit un très beau livre, Agir, l'art du trading, ce sont de très bons livres que je vous recommande. Euh, Vous avez des milliers d'auteurs qui écrivent des bouquins et qui malheureusement ne seront jamais connus. Donc voilà, si vous êtes pour l'équité, en fait, il faut paradoxalement défendre la libre variation des marchés en les laissant sanctionner les bulles. Visiblement, sur Nvidia, sur Tesla, sur LVMH, on a eu des excès à la hausse. Et paradoxalement, en fait, si vous soutenez les hommes politiques, fustiges, que ce soit Hollande, Mélenchon, tout ça, paradoxalement, ces hommes et ces femmes politiques, en réalité, en appliquant des politiques monétaires contrariantes, par exemple en essayant d'augmenter les salaires de manière artificielle, financée par la planche à billets, parce que quand vous mettez le SMIC à 1600, comment vous financez ça? Par de la dette, par de la planche à billets. Quand vous lancez la planche à billets, qui sont les premiers à profiter de ça? C'est pas vous et moi, ce sont les plus riches. En fait, paradoxalement, en fait, si vous soutenez voilà, des personnes, des hommes et des femmes politiques, si vous croyez en l'homme ou la femme politique providentielle, quels qu'ils soient, ces personnes-là vont mettre en place des politiques publiques qui seront toujours favorables aux riches au détriment des plus pauvres. Regardez l'Union soviétique. L'Union soviétique, qui est pourtant le communisme, l'égalité pour tous, etc., on n'a jamais eu autant d'oligarques Russes richissimes qui se sont créés, des richesses, des fortunes qui sont créées sur les décombres de l'Empire soviétique, du communisme soviétique. Donc, paradoxalement, en réalité, c'est le libéralisme qui contribue à réguler les écarts de richesse entre les plus riches et les plus pauvres. Paradoxalement, prenons la crise de 1929, une crise pour laquelle finalement les banques centrales n'ont pas vraiment intervenu, elles ont laissé faire. Alors certains disent que c'est une erreur. En réalité, si vous regardez au sein des classes moyennes, en France, les écarts entre les riches et les pauvres ne se sont jamais autant réduits qu'après la crise de 1929, qui a vu les patrimoines des plus riches se faire mais défoncer. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est que si vous êtes pour l'équité et pas pour l'égalité, c'est normal que quelqu'un qui bosse beaucoup plus que vous, qui prend des risques, gagne plus que vous. Voilà, les entrepreneurs, qui réussissent, voilà, si vous en voyez un qui a cartonné, il ne faut pas l'envier, il ne faut pas être jaloux de lui. Dites-vous bien que pour cette personne qui a réussi, alors peut-être qu'elle a eu un peu de chance aussi, ça existe. Dites-vous bien que vous en avez 100 autres entrepreneurs qui galèrent. Et ça, c'est pour tous les secteurs. L'agriculture, l'industrie, le commerce, la gestion de patrimoine, le monde de l'édition. Enfin, voilà, pour une entreprise qui réussit, vous en avez une centaine qui échouent. Et donc voilà. Donc ça c'est quelque chose de vraiment vraiment important. Et il faut pas voir en fait les crises comme une fatalité. Il faut regarder les crises comme une opportunité pour vous de réussir, de profiter de la crise. Là aujourd'hui, les marchés actions baissent, vous vous doutez bien que moi il y a une partie de mon patrimoine
qui baisse aussi. Enfin, il n'y a pas de miracle, quoi. Moi j'ai jamais, vous me connaissez, je n'ai jamais, je vous ai jamais vendu des miracles, le miroir aux alouettes. Bah, il y a une partie de mon patrimoine qui se fait défoncer. Parce qu'en plus, moi, j'ai quand même des investissements en actions, notamment via des différents fonds patrimoniaux. Bah, je me fais, voilà, je prends une partie de la baisse, mais je vois ça comme une opportunité. Parce que je vois qu'au-dessus de moi, les gens beaucoup plus riches que moi, eux, voient leur patrimoine baisser beaucoup plus vite que le mien. Et moi, en fait, je profite de ces cycles économiques pour réinvestir intelligemment sur les marchés. Alors peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être encore un petit peu tôt, mais je profite un petit peu de ça pour le faire. Et le livre que j'ai écrit, hein, attention, ce livre pour vous rendre riche, c'est un petit peu, vous voyez, je l'ai en exemplaire papier aussi. Bah, ce livre, en fait, il va pas vous donner une recette miracle. C'est pas, ah là là, avec les cryptos, vous allez devenir millionnaire. C'est pas, tiens, moi j'ai la recette pour créer une boîte et marcher à tous les coups. C'est faux. C'est faux. L'entrepreneuriat, même si vous êtes très bon, bah, statistiquement, bah, sur 10 entreprises qui se créent, il y en a 8 qui crèvent. Il y en a une qui végète, et puis il y en a une qui cartonne. Enfin, une qui réussit. Et sur 100, il y en a une qui cartonne sur 100. Ça, c'est mathématique, quel que soit le secteur. L'agriculture, l'éducation, la gestion de patrimoine, le monde des avocats, les pharmaciens, les médecins, tout ça. Ça fait partie, les restaurateurs, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Et en fait, dans ce livre, en fait, moi, je suis pas un entrepreneur. Enfin, je suis pas, voilà, j'ai toujours été salarié. Et en fait, je vous explique au travers de ce livre, c'est comment, finalement, sans prendre des risques incalculés, justement, comment vous pouvez, finalement, vous créer un patrimoine, comment vous pouvez atteindre le million d'euros, comment vous pouvez devenir millionnaire en étant un homme normal, une femme normale, en étant tout à fait normal, comment vous pouvez, petit à petit, gagner beaucoup d'argent. Et de manière vraiment, j'ouvre le capot, je vous présente un petit peu, pour celles et ceux qui n'ont pas spécialement envie d'aller voir un conseiller en gestion de fortune, en gestion de patrimoine, qui n'ont pas confiance, pour celles et ceux qui veulent se former quasiment gratuitement. Dans ce livre, j'explique, au travers de mon parcours, comment vous pouvez, petit à petit, euh, bah, vraiment vous créer beaucoup de patrimoine en partant de rien. Parce que moi, je suis parti de rien. J'avais beaucoup plus de dettes que de patrimoine. Et donc, en fait, dans ce livre, je parle un petit peu des marchés. Et je vous explique un peu comment les marchés, un peu comme la vague, hein, vous savez, quand vous voyez des vagues, beaucoup, les vagues en mer, ça fait peur. Et les vagues, ça fait peur, c'est synonyme de noyade, etc. Bah, pour les surfeurs, la vague, c'est synonyme d'excitation, synonyme de challenge, à condition de savoir la dompter. Et en fait, dans ce livre, je vous apprends en fait comment dompter les marchés, comment dompter les crises, comment dompter vos finances personnelles, optimiser vos finances personnelles, traquer les dépenses qui ne servent à rien, comment aussi optimiser votre carrière, parce que moi, l'essentiel de ma vie, ça n'a pas été de l'entrepreneuriat, bien que j'ai déjà monté des choses en tant qu'entrepreneur, j'ai déjà monté des choses, mais l'essentiel de ma vie, ça a été du salariat. Et donc, j'explique aussi dans ce livre un petit peu les petites astuces aussi pour évoluer dans l'entreprise, changer d'entreprise, créer un business en parallèle. Donc, vous voyez, créer un business sans. C'est toujours facile de dire, ouais, vous montez un business, vous larguez votre patron et vous devenez riche. Dans ce livre, justement, je n'explique pas ça. Je vous explique comment concilier tout ça et petit à petit faire augmenter vos patrimoines en utilisant les crises, en utilisant le marché boursier aussi et l'immobilier pour justement surfer les vagues. C'est-à-dire que quand les marchés baissent, il n'y a pas de miracle dans ce livre. Je ne vais pas vous dire que vous allez faire x2 quand les marchés baissent. Mais comment amortir les baisses lorsque les marchés sont en phase de correction et comment profiter des phases de rebond pour faire du levier sur votre patrimoine. Et en fait, c'est ça. C'est ça. Et donc, en fait, la crise qui arrive, parce qu'on va avoir une crise. Et là, je ne vous parle pas d'effondrement. Je ne suis pas en train je suis pas, voilà, je suis pas en train de vous vendre de la peur. Je ne crois pas en l'effondrement.
un effondrement de type la chute de l'Empire romain. Ça, c'est des choses qui arrivent tous les 1000 ans. Il faut arrêter de croire à chaque fois qu'il y a une baisse sur les marchés, une crise, qu'il y a un effondrement. La crise de 2008, c'est pas un effondrement, c'est une crise cyclique, une crise normale. La crise de 2001, c'est une crise cyclique. La crise de 90, qui a quand même vu l'immobilier à Paris perdre 40%, c'est énorme, 40% de sa valeur, entre 91 et 95, c'était une crise normale. L'immobilier, ça ne fait pas que monter. Donc en fait, ce qui est important, en fait, c'est lorsqu'il y a des crises sur les marchés, bah, au lieu d'avoir peur, en fait, il faut vous dire, c'est une opportunité. Mais attention, il ne faut pas faire le bourrin. Il ne faut pas se comporter comme un dogue de Bordeaux, hein. Et pour ceux qui me suivent, hein, les dogues de Bordeaux, les gens qui se précipitent sur les marchés, qui se précipitent sur tout ce qui bouge, voilà, non. Mais ce sont des sources d'opportunités. Donc voilà, voilà un petit peu sur ce que j'avais voilà, à vous dire. Euh, voilà, moi je pense qu'on va vers des temps chahutés, des temps difficiles. Je pense que la période où les marchés faisaient que monter, qu'on a connue entre 2000, entre 2010, 2012 et jusqu'au Covid, où on a fait que monter en ligne droite, bah là, ça se termine. Alors, on a eu la crise du Covid, mais ça, c'est une crise provoquée par les autorités. La guerre en Ukraine, c'était plutôt une crise inflationniste. D'ailleurs, les marchés ont très vite rebondi. Là, on devrait avoir, et c'est normal, prenez tous les cycles économiques, on devrait avoir un retournement de conjoncture économique, hein, un chômage qui va remonter, mais il n'y a rien de dramatique. Il n'y a rien de dramatique. Si le chômage remonte, bah, peut-être pour vous, qui avez une bonne carrière, qui êtes costaud, qui êtes très apprécié par la hiérarchie, quand le chômage va monter, ça veut dire qu'il y a des personnes malheureusement qui vont être licenciées. Ça fait partie du cycle économique. Bah, peut-être que vous, si vous êtes très bon dans votre travail, bah, ça sera peut-être l'opportunité, quand la crise sera passée, de prendre des postes qui auraient été laissés vacants par des personnes qui, malheureusement, auront été victimes de la crise. Parce que bah, les crises, c'est comme des tempêtes. Les tempêtes, elles passent, elles déracinent des arbres ou des incendies, et derrière, vous avez des nouvelles pousses qui montent. Donc c'est un peu comme ça, moi, que je vois les crises. C'est un peu comme des catastrophes météorologiques, mais qui permettent à la vie de repartir derrière. Voilà. Donc, n'ayons pas peur des crises, il va y en avoir. Ça fait partie de la vie, hein. Il y en aura, il y en a eu, il y en aura, de notre vivant en tout cas. Et en fait, il faut utiliser ça comme une opportunité d'investir, celles et ceux qui veulent jouer sur plutôt l'aspect patrimonial des choses, euh, orienter sa carrière pour celles et ceux qui étaient un petit peu bouchés dans leur coin, profiter un petit peu, il va y avoir alors bien se protéger durant la période de hausse du chômage et ensuite profiter des opportunités qui se présenteront quand le chômage rebaissera pour faire un gap de carrière. Et pour celles et ceux qui ont envie d'entreprendre, bah, la crise va mettre sur le carreau beaucoup d'entreprises, des entreprises de très belles sociétés. Regardez Poulain qui fait faillite, il y aura beaucoup de faillites, le nombre de faillites est en train d'exploser, mais ces faillites-là, lorsque la conjoncture va repartir, permettra à des entrepreneuses, des entrepreneurs de pouvoir occuper l'espace qui était jadis pris par une autre entreprise. Et c'est comme ça, en fait, et dans mon livre, c'est un peu ce que j'explique, c'est un peu comme ça qu'il faut voir la vie économique. Il faut la voir un peu comme des vagues qui se succèdent. Et en fait, pour devenir, alors dans ce livre, je vous apprends à devenir riche, mais pas au bout de 6 mois. Ça faut pas croire au Père Noël. Mais je vous apprends comment sur 20 ans, c'est un peu ce que j'ai pu faire, comment sur 20 ans, vous pouvez, à force de surfer les différentes vagues, les différentes crises, et en profitant des rebonds qui arrivent, comment vous pouvez progressivement vous développer, aussi bien sur le plan patrimonial, sur le plan entrepreneurial et sur le plan salarial. Voilà un peu pour ce que j'avais à vous dire. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne rentrée et un petit moment de pub. Voilà, si vous avez un livre à acheter, donc ce livre donc, que j'ai écrit, j'ai mis des années à l'écrire, donc il est disponible sur Amazon. Donc n'hésitez pas, voilà, donc c'est assez rapide, hein, il peut être disponible en quelques heures, quelques jours tout au plus. Donc vous allez sur Amazon, vous l'achetez 450 pages, donc vous pouvez le. Il y a plusieurs manières de le lire. Vous pouvez le lire comme un roman, puisque je décris la vie d'un couple de classe moyenne qui se débat dans les dettes, etc. Vous pouvez le lire comme un roman, mais aussi vous pouvez le lire un peu comme
Si vous voulez, par exemple, vous-même devenir votre propre conseiller en gestion de patrimoine, bah, ce livre, en fait, représente une très bonne source de formation pour les personnes, en fait, qui veulent développer une véritable approche patrimoniale en incluant les aspects carrière et entrepreneuriat. C'est voilà, c'est vraiment un livre voilà, qui s'intitule Sur le long terme. C'est pas forcément un livre que vous allez dévorer en 3-4 heures. Il y a du lourd, il y a des formules mathématiques. Celles et ceux qui aiment les maths, il y a des coins où il y a des maths. Alors, vous pouvez les survoler, les formules. C'est pas indispensable pour comprendre le livre, mais vous pouvez, voilà, vous pouvez très très bien en faire un livre de chevet, ouvrir un fichier Excel et vous amuser à, à faire des exercices pratiques pour justement vous donner des idées pour investir vous. Voilà, avec quelques centaines, quelques milliers d'euros. C'est un livre qui est destiné vraiment aux classes moyennes. On ne parle pas les montants d'investissement ici ne se chiffrent pas en millions d'euros, ils se chiffrent en dizaines d'euros, en centaines d'euros, où j'apprends bah, comment gérer une, une, vos finances personnelles, de la vie de tous les jours. Voilà un petit peu. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne reprise. Et puis bah écoutez, moi, bah, je vous dis à très très bientôt. Et voilà. Bah, en tout cas, les marchés, pour le moment, ils arrivent à faire mieux. Ils font mieux que LFI. Donc voilà. Donc si vous aimez pas trop les écarts de fortune entre les riches et les pauvres, bah devenez libéraux. Voilà. Bah, en tout cas, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et moi, je vous dis à très bientôt.